Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullah. Ilyas, on a le plaisir de t'accueillir dans l'Observatoire Islam et Civilisation. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Ilyas Zimzalen, donc fondateur du site Islam et Info, et j'aide pour tout ce qui est défense des droits de la communauté musulmane et défense des droits en général. Et ton parcours d'études peut-être ou professionnel? Alors d'études, juriste de formation et professionnel, j'ai un peu tout fait, notamment le site Islam Info en particulier pour ce qui nous intéresse ici. Elias, on t'entend beaucoup dénoncer ce que tu appelles l'islamophobie systémique de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mais écoute, pour ce qui est de notre action, en général, on a été amené à penser, à avoir un effort réflexif sur ce qu'était la communauté musulmane, ce qui s'y opposait. Et c'est en cela qu'on a pu aborder donc, la question de l'islamophobie, évidemment. Pour nous, l'islamophobie, c'est, et sans doute n'entendras-tu pas très souvent cette définition, mais c'est tout ce qui entrave la construction, le développement de la communauté, son expression, qu'elle soit visible ou politique, ici même en France ou ailleurs. Donc à partir de cette définition, on se rend compte que l'islamophobie n'est pas simplement un acte hostile contre une personne, comme on l'a entendu très souvent dans les instances internationales, même si c'est un petit peu récusé en France et qu'en France c'est un tabou. Ce n'est pas simplement un racisme anti-arabe, puisque tu le sais comme moi, des convertis ou en Inde, des gens sont touchés. Ce n'est pas, comme on l'entend trop souvent à gauche, une lutte contre les quartiers populaires. Dans les quartiers populaires, quand vous êtes musulman, vous êtes touché par un certain nombre de lois qui affectent votre vie, que ce soit les lois contre la présence des jeunes femmes portant le hijab à l'école, contre les religieuses portant le niqab, ou encore en 2015, les perquisitions, tout ce qui s'est suivi, l'arsenal juridique développé spécifiquement contre les musulmans, et qui en fait qui faisait partie avant de tout ce qui était mesures d'état d'urgence qui sont rentrées dans la loi. Tout ça s'est développé contre les musulmans uniquement et non pas contre votre voisin, même s'il habite dans le même quartier. Donc c'est spécifique aux musulmans, ce n'est pas une lutte contre les quartiers populaires comme certains voudraient bien le dire. Et ce n'est pas non plus, et c'est ce qui est le plus infamant en fait qui est dit, ce n'est pas une diversion. Une diversion, ça marche une fois, deux fois, quand, et j'arrive donc à votre question, quand systématiquement les choses sont reconduites. Il ne s'agit plus d'une diversion, il s'agit d'un programme. Un programme islamophobe, donc d'endiguement de tout ce qui est la parole, l'expression musulmane, que ce soit un endiguement au niveau du culte, avec un contrôle du culte, avec des lois qui viennent contrôler ou interdire l'expression musulmane, comme je l'ai dit, qu'elle soit visible, politique, associative. On a vu ces derniers temps, ces 2 dernières années, avec le déploiement de la loi séparatisme, et même avant, mais en préparation en vérité de cette loi, pour que les choses deviennent définitives, des centaines d'établissements musulmans touchés, fermés, sanctionnés, que ce soit des écoles, des mosquées, que ce soit des salles de sport, ou encore des commerces, tous ont été touchés. Plus de 40 millions d'euros ont été saisis, spoliés aux musulmans. Des associations de défense des droits telles que le CCIF, le CRI ou encore des associations telles que Baraka City ont été fermées, dissoutes. Tout cela constitue des mesures qui, sur le temps, puisqu'elles s'inscrivent dans un programme comme on le voit, j'ai cité non seulement ces lois, que ce soit la loi 2004, 2010, 2015 et maintenant 2022 avec la loi séparatisme, qui opère une radicalisation de l'islamophobie, constitue un arsenal à la fois juridique, policier, dirigé intégralement contre la communauté musulmane. Et en cela, l'islamophobie est évidemment systémique. Je ne reviens même pas sur le passé et la colonisation et les lois qui déjà étaient directement dirigées vers la communauté ou contre la communauté musulmane, avec, comme je l'ai dit précédemment, un contrôle du culte musulman. Vous vous rappelez de la période de la colonisation de l'Algérie. On renoue, je dis on renoue, en vérité on n'a jamais cessé, mais avec la loi séparatisme, on revient vraiment à cet esprit de façon accrue et revendiquée. Alors justement, est-ce que ces dernières années, il y a eu un changement de paradigme systémique de l'islamophobie depuis l'arrivée de Macron et Darmanin?
et qu'il y a eu une véritable rupture avec une époque où les musulmans pouvaient encore plus ou moins, on va dire, vivre paisiblement en France. Disons que pour prendre un petit peu de recul, il existait au sein de l'ensemble France des lois ou encore des mesures, un habitus qui était dirigé contre les musulmans ou en général contre les populations anciennement colonisées. Ça, c'est une chose. Donc on pouvait déjà parler de racisme d'État, avec les différentes mesures légales qui existent sur la résidence, sur le cantonnement, sur la ghettoisation, et j'en passe. L'islamophobie a donc toujours existé avec le contrôle des cultes, de la parole musulmane, mais disons qu'effectivement, il y a eu une radicalisation de l'islamophobie qui s'est produite en France par un fait simple. Et ce fait, c'est que les premières populations vivantes en France ont été considérées comme des populations intérimaires, si j'ose dire, qui allaient donner, à travers leurs enfants et leur descendance, des gens qui abandonneraient leur communauté, leur identité, même si j'aime pas trop ce mot, tout ce qui fait le nous, avec un grand N, de la communauté. Ce qui s'est produit, c'est que ces générations, deuxième, troisième, quatrième génération, vous remarquerez qu'il n'existe de deuxième, troisième génération que pour nous, pas pour les enfants Sarkozy ou Ciotti ou que sais-je encore, ou Morano. C'est encore un vocable qui ne vous est réservé uniquement. Quand on parle d'islamophobie d'État, de racisme d'État, c'est aussi cela. Ce n'est pas que des lois, c'est aussi des méthodes, des façons d'être qui sont ingérées au plus profond de l'État, de ses institutions, et qui se déclinent au jour le jour, avec une discrimination à l'emploi, au logement, à travers les écoles qui sont de moindre niveau partout où les musulmans sont, et ainsi de suite. Donc pour ce qui est de la radicalisation, effectivement, avec, comme je l'ai dit, une explication qui est que nous n'avons pas cessé de revendiquer qui nous étions. Nous n'avons pas opéré ce reniement. Et cela, quelque part, a développé au sein de l'autorité française une espèce de cabale désormais contre tout ce qui faisait le nous, l'identité, l'habitus, le fait musulman en général. Et ça s'est décliné à travers les lois, comme je l'ai dit, d'interdiction du hijab à l'école. 2004. 2004. Ensuite, c'est les religieuses portant le niqab. En 2010, et tout cela, ça a constitué une tentative d'endiguement de la visibilité, si je puis dire, de musulmane en France. Et ensuite, c'est devenu plus grave, puisque en 2015, on l'oublie très souvent, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont subi des perquisitions avec un rétablissement de la responsabilité collective, comme du temps de la colonisation, du fait des attentats. On a jugé que les musulmans dans leur ensemble étaient responsables. Et donc, il y a eu une politique de terreur, d'intimidation, qui a été revendiquée d'ailleurs par l'État et par ses officiels, nous disant qu'il fallait mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. La fourmilière, ce sont les musulmans de France. Donc pas des personnes visées, mais bien tous les musulmans de France. Puisqu'il n'y a eu ensuite, suite à ces perquisitions, aucune charge retenue contre les personnes perquisitionnées. Il s'agissait de faire peur et de dire... Toutes les personnes ou la plupart? Oui, toutes. Il y a eu des, je crois une dizaine de poursuites, mais rien à voir avec le terrorisme ou le fait musulman. C'était pour... Par exemple, quand on rentre chez vous, on peut trouver autre chose. Donc, ils sont rentrés chez des gens, effectivement, ils ont pu trouver d'autres choses, mais jamais en rapport avec un contrôle fiscal ou leur islamité, au passage. Par exemple, mais jamais directement des choses qui seraient afférentes aux faits musulmans. Et donc, cette radicalisation avait commencé, elle s'est amplifiée, dirons-nous, depuis un certain nombre d'années. On aurait pu parler de l'époque 2001 aussi, qui a joué avec un néoconservatisme qui a été digéré, ingéré, un petit peu tardivement par les élites françaises, et une lutte contre la visibilité musulmane, et ça venait d'extrême gauche, il faut se rappeler, l'affaire de Creil, du hijab, etc. C'est l'extrême gauche qui a réveillé ces polémiques, et après, l'ensemble du spectre politique français s'en est emparé. Ce qui fait qu'en France, il y a une singularité, qu'il existe une singularité française, une exception française, comme on l'aime à le dire, qui fait que ce soit de droite, d'extrême droite, de gauche jusqu'à l'extrême centre, libéraux en vérité qui gouvernent aujourd'hui la France,
l'islamophobie fait consensus, où que l'on soit sur l'échiquier politique, pour différentes raisons. Les raisons ne sont pas les mêmes. C'est pour la défense de la République chez Polony, par exemple, une République mythifiée, une troisième République qui n'existe plus, avec un combat contre une église elle-même qui n'existe pas. La communauté musulmane, comme l'aurait dit Todd, ce n'est pas l'église du XVIIIe ou encore même du XIXe siècle. Donc c'est une espèce de mystification avec des théories complotistes de l'extrême gauche. On retrouve un petit peu les mêmes théories qu'il existait à l'époque, qui avaient été développées par l'extrême gauche ou la gauche contre les juifs, avec cette espèce de complot de musulmans qui seraient aux portes du pouvoir. Et ça, on retrouve ça chez Marianne, par exemple. Et à droite, c'est plus Et à droite, l'identité. c'est plus néoconservateur. Il y a le vieux fond raciste qui reste notamment dans les partis comme le RN ou autres, mais j'aurais tendance à dire qu'il est résiduel, pour reprendre les propos de Finkielkraut sur d'autres thèmes. Il est résiduel. Et aujourd'hui, on voit que c'est surtout un néoconservatisme. Pour faire court et reprendre un petit peu la théorie du choc des civilisations, il s'agissait à une époque, et encore aujourd'hui, de combattre tout ce qui faisait communauté islamité dans le monde musulman. Et son corollaire, qu'on a vite oublié, c'est qu'il existe des minorités musulmanes. Et donc certains néoconservateurs en France et en Occident se sont dit, alors il faut commencer par eux. Et donc cette radicalisation s'est faite à travers le temps, et radicalisation sur la radicalisation, c'est vraiment ces dernières années. Ces dernières années où, comme je le disais auparavant, il y avait anciennement une lutte contre ce qui paraissait comme radical. Bon, la radicalité, on a vu les signaux de radicalité qui a été décrits au sein des instances de l'État et qu'on retrouvait dans les établissements scolaires, les lycées, les universités, les signalements au niveau des médecins. Bref, c'était quand même étendu, c'est des dizaines de milliers de signalements. C'est quand vous avez une trace de prière sur le front, quand on remarque que tout d'un coup vous faites le ramadan, ou que vous portez le hijab, ou la barbe ou autre. On se rend compte qu'en vérité, ce sont des signes d'appartenance à la communauté musulmane, des signes religieux, si on veut bien prendre leur vocable. Et donc, on a créé une image du musulman qui serait interdite, donc une visibilité interdite. Mais on avait quand même cette notion de ciblage. Depuis la loi séparatisme et sa préparation, il y a eu une radicalisation dans le sens où, désormais, c'est toute la communauté musulmane qui est décrite comme ennemie intérieure. Quand il y a perquisition, quand il y a fermeture d'associations, on vise n'importe quel magasin, des salles de sport. On parle, selon les mots de Rougier, d'atmosphère islamiste, séparatiste. Et en fait, ce mot valise séparatisme peut viser tout à chacun. Séparatiste est celui qui aurait une expression musulmane, qui se dirait musulman, qui aurait une visibilité musulmane, qui côtoierait trop de musulmans, qui vivrait dans un quartier ghettoisé par ces mêmes élites, des ghettos créés par ces gens, et qui ensuite vient nous dire « vous ne vivez qu'entre vous ». C'est un retournement de la politique islamophobe à charge contre la population musulmane qui désormais est visée dans son ensemble. Alors, tu parles de la théorie du choc des civilisations. Et du coup, tu penses quoi de la théorie du grand remplacement de Renaud Camus et du fait qu'elle soit devenue un peu une marque de fabrique de la pensée française, un Made in France, qui s'exporte... la seule chose qui s'exporte. Une des seules choses qui s'exporte à l'international, en tout cas idéologiquement. Et justement, on se rappelle de l'auteur de l'attentat de Nouvelle-Zélande qui s'était nourri de cette théorie et d'ailleurs, il était venu faire en France un stage dans les camps d'entraînement des identitaires. Et alors, on constate qu'en France... C'est en Autriche, je crois. Pardon ? Les stages, je crois que c'est en Autriche, mais effectivement, il y avait des liens avec les identitaires. En France, c'est ça, ouais. Et on se rend compte que du coup, la France est un pays d'accueil de radicaux, d'identitaires, d'extrémistes qui viennent... entre autres, recevoir une formation théorique, voire même pratique dans ces camps parfois. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette théorie et aussi de cette France qui tolère et normalise un peu avec cette pensée radicale, tout en interdisant bien sûr de temps à autre quelques manifestations et en dissolvant quelques groupuscules extrémistes, mais elle tolère tout de même une grosse partie de ces mouvements qui nourrissent de l'intérieur... Dissolution
Vous en pensez quoi de tout ça? de groupuscules peut-être, mais les mêmes personnes aujourd'hui se retrouvent aux instances de partis qui font près d'un quart des voix ou un tiers des voix en France. Que ce soit Zemmour, le parti de Zemmour, pardon, ou le parti, le Rassemblement national, comme on l'appelle aujourd'hui. Les cadres des identitaires se retrouvent dans ces partis et ils ont pignon sur rue. On les retrouve à l'Assemblée nationale, on les retrouve à l'Assemblée européenne. Un petit bonjour à Bardella, on a dû se croiser là-bas. En vérité, ils sont partout. Ils sont partout et aujourd'hui, la bataille culturelle qui visait à imposer ce schéma de pensée xénophobe et islamophobe est gagnée puisqu'on ne les retrouve pas simplement dans des partis politiques qui ne gouvernent pas, mais le discours islamophobe fait partie intégrante désormais du discours des partis, allais-je dire, de pouvoir. On retrouve le même vocabulaire quand on parle au sein de LREM de reconquête. C'est le vocabulaire de Zemmour. D'ailleurs, son parti s'appelle ainsi, Reconquête républicaine. Quand on parle de grand remplacement au sein de tous les partis, ça maintenant c'est désormais repris. C'est un vocabulaire qui a été repris. Donc la bataille culturelle a été gagnée par les islamophobes en France et on la retrouve également dans tous les médias. C'est un lexique de guerre et ça rappelle l'Espagne avec Alors, la reconquête, je dirais, la je dirais plus, reconquête des chrétiens. quand on parle de séparatisme, ce vocabulaire rappelle plus ce qui se passe en Chine avec les Ouïghours. Le gouvernement chinois a parlé de séparatisme ouïghour et a commencé par désigner des gens comme radicaux, puis des imams, puis des gens pour leur visibilité. Et on sait aujourd'hui que des millions de personnes sont internées parce que musulmans. Ça a commencé comme ça en Chine. Pareillement en Bosnie. Les Bosniaques musulmans ont été désignés par les Serbes nationalistes d'alors comme des séparatistes, ce qui a justifié l'attaque contre les Bosniaques et les massacres et les dizaines de milliers de morts qui ont été faits ensuite. Donc ce vocabulaire, vous avez raison de le dire, est un vocabulaire guerrier qu'on n'emploie que dans des moments de guerre civile. Et ça, malheureusement, ce n'est pas que l'extrême droite ou des partis d'extrême droite qui emploient ce vocabulaire, ce sont les instances mêmes du pouvoir, les appareils d'État sécuritaires et le gouvernement lui-même, jusqu'à la gauche d'ailleurs. Pour revenir sur votre idée, il ne s'agit pas pour nous, et c'est là une erreur, de s'interroger sur est-ce qu'il y a effectivement un grand remplacement ou non, qu'ils le veuillent ou non, pour reprendre leur vocabulaire, le pays réel doit exister, et c'est le seul qui existe et auquel on doit faire référence, et ce pays réel est composé de musulmans, que ça leur fasse plaisir ou que ça ne leur fasse pas plaisir. C'est ainsi, donc on n'a pas à discuter s'il y avait grand remplacement ou pas. S'il y avait plus de démographie qu'on le pense de musulmans en France, ou tout d'un coup ça deviendrait inacceptable. Puisque la rhétorique de la gauche, il ne faut pas l'oublier, c'est souvent « non, il n'y a pas de grand remplacement, regardez les statistiques » et ils sont fiers de prouver qu'il n'y a pas tant de musulmans que ça. Et s'il y en avait un peu plus, ça deviendrait un problème. En reprenant cette rhétorique et cette logique, on valide cette pensée que les musulmans finalement seraient en trop à partir d'un certain seuil. Quand il y en a un, ça va, quand il y en a beaucoup, c'est ça, pour reprendre les paroles de portefeuille. Et ensuite, pour ce qui est du grand remplacement, en vérité, il ne faut pas chercher à savoir, comme je l'ai dit, si c'est vrai ou non, mais plutôt savoir ce que cette rhétorique indique. Quand on parle de grand remplacement, on ne parle pas tant de démographie, mais on parle plutôt de ce qu'il faudrait faire avec ces gens. Quand on parle de grand remplacement, on invite les gens qui entendent ce vocabulaire à expulser. C'est un mot d'ordre, c'est une invitation à expulser des gens qui seraient en trop. Donc c'est un ordre à la déportation, comme ça a été dit anciennement sur des journaux italiens par l'un des leaders d'extrême droite français. Pour lui, il faudrait déporter les musulmans de France, d'où le mot de remigration, grand remplacement, un vocable qui est repris par l'ensemble de la classe politico-médiatique en France et qui n'est rien d'autre qu'une ode, qu'une incitation, qu'une volonté sournoise, exprimée sournoisement de déporter les musulmans et de leur faire une guerre. C'est ça que ça veut dire. On n'est pas là pour dire si c'est vrai ou pas, c'est un piège. Il faut voir ce qu'il y a derrière. Et véritablement, c'est un appel à la déportation des musulmans. Ce n'est rien d'autre. Mais alors, quelle est la solution à tout cela? Est-ce que le militantisme est vraiment une solution ou est-ce qu'il paraît désormais démodé, désuet, inutile? Penses-tu qu'il y a de l'érosion dans le militantisme antiracisme et islamophobie depuis quelques années?
Parce que quand on regarde aussi les manifestations parfois, les rassemblements, on voit pas qu'il y a énormément de musulmans qui se mobilisent non plus. Bah, écoute, moi je vois l'inverse. Je pense qu'au contraire, il y a un éveil qui se fait des musulmans et de la communauté musulmane en France, puisque n'oublions pas que l'islamophobie est avant tout une réaction au sens propre du terme, une réaction au sens politique du terme. S'il y a loi séparatisme, si on démantèle mosquées, associations, salles de sport, commerce, c'est que les musulmans, depuis des années, en vérité, avaient construit de grandes choses. On n'a pas rien fait, parce que c'est un petit peu un discours qu'on entend souvent, les musulmans n'auraient rien fait. On l'entend en interne, cela. Mais si des centaines d'associations sont visées, si des milliers de personnes sont concernées, si des millions sont volés, spoliés aux musulmans, c'est qu'ils avaient construit des grandes choses. S'ils inquiètent tant le pouvoir, si on les désigne en tant que séparatistes, c'est qu'en vérité, ils exprimaient une expression musulmane puissante qui s'affirmait et qui se revendiquait non seulement dans les cercles privés, mais partout, et qui séduit la jeunesse française en général. Donc c'est une réaction droitarde face à un fait qui existe. Donc non, la population musulmane et musulmans en France s'expriment de plus en plus, et ils ont raison de le faire. Et il ne faut pas oublier que des grandes manifestations ont eu lieu en 2019, à l'initiative des mamans de Mantes, que je salue ici. Ça commence toujours comme ça, par la femme musulmane qui, par son audace, par sa fierté, montre toujours le chemin quand Son instinct maternel et protecteur aussi. sa fougue, son espoir, ce qui fait véritablement notre fierté à toute la communauté de la femme musulmane, oui, a été l'instigatrice de ce réveil en 2019, qui s'est poursuivi à travers d'autres actions, d'autres grands rassemblements, que ce soit devant CNews, que ce soit Place de la Nation, et ensuite la grande manifestation, où des dizaines de milliers de personnes se sont réunies pour dénoncer l'islamophobie ensemble. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'on a eu la période du Covid, qui a tout empêché, tout rassemblement, toute mobilisation, et désormais ça reprend, avec une manifestation et un rassemblement qui ont eu lieu récemment contre l'islamophobie en général et contre l'état d'exception réservé contre les imams, avec les expulsions que vous connaissez. Il ne s'agissait pas tant de défendre une personne, mais bien de défendre le régime d'exception réservé aux musulmans en France, et notamment envers leurs imams. Et donc de plus en plus, moi ce que j'observe, c'est que de plus en plus de personnes viennent, notamment, comme je l'ai dit, de plus en plus de femmes, de jeunes, et en ça je suis vraiment optimiste. Il y a véritablement un éveil qui se perpétue. Ils ont certes fermé des associations, mais pour chaque association fermée, le vrai militantisme est d'en ouvrir 10. À chaque association fermée, il faut en ouvrir 10, car c'est notre vie qui est notre éveil, qui est notre libération, qui est notre voix. Et c'est le meilleur des militantismes. Mais alors, outre ce réveil, il y a quand même une majorité silencieuse qui, on peut dire, n'est pas active et qui se laisse un peu faire. Qu'est-ce qui explique cet endormissement? Et aussi, est-ce que les militants présents sur la scène, un peu comme toi, n'ont pas manqué à leur devoir? Est-ce qu'ils ont raté quelque chose? Justement, je pense que la faute doit être toujours reprochée aux acteurs communautaires, aux leaders communautaires, plutôt qu'aux musulmans dans leur ensemble, puisque il faut là rendre hommage à ce qu'ont fait nos grands-parents ou nos parents. Ils ont construit des milliers de mosquées, ils ont construit des écoles, ils ont fait en sorte que leurs enfants puissent acquérir certains savoirs, une position sociale, et qu'ils restent connectés avec leur communauté, leur habitus, leur civilisation. Et ça, c'est le travail de nos grands-parents et de nos parents. Et d'ailleurs, ce travail, quand on lutte contre la loi séparatisme, on ne fait que s'inscrire dans une lutte première des Jamiat al-Ulama, l'Assemblée des oulémas algériens à l'époque, qui au début, dans les années 1900 et quelques, ont été les premiers à penser à cette transmission qui ne devait pas s'interrompre, la transmission musulmane de ce qui fait le nous, et ce sont donc les premiers à avoir ouvert ces écoles en France et ces mosquées. Et donc En France, hein. En France. Donc on s'inscrit dans cette tradition. Donc là, je leur rends hommage, on n'est que leurs successeurs. Donc cette communauté musulmane, en vérité, a toujours été vivante, a toujours construit. Rappelons que, là tout à l'heure, je parlais du Covid et de la période qu'on a vécue, avec
le confinement, des personnes qui ont été laissées à elles-mêmes, notamment les pauvres et les personnes âgées en France. Surtout, il faut dire la vérité, dans les populations non musulmanes. Puisqu'on sait désormais que dans ce monde libéral, être vieux est devenu un tabou, une espèce de honte. Qui est allé sauver ces personnes qui n'avaient plus rien, qui ne pouvaient plus se nourrir, qui étaient isolées ou qui étaient, du fait de leur âge, abandonnées? Ce sont les associations musulmanes, cette communauté musulmane qui dit qu'ils ne font rien, en vérité ils font tout, puisqu'ils ont, à cette période, évité non seulement des émeutes de la faim dans les quartiers les plus pauvres, alors que l'État ne faisait plus rien, mais ils ont évité également des dizaines de milliers de morts de personnes âgées qui avaient été littéralement abandonnées par des personnes qui manifestement, quand il s'agit de légalisme pour se séparer de leurs grands-parents, sont plus légitimistes que le roi, quoi. Mais c'est le monde libéral, on ne peut pas leur en vouloir, mais existe une autre voie, et c'est l'expression musulmane qui a prouvé qu'existait cette autre voie. Mais pour revenir un peu au sujet du militantisme, est-ce que certains responsables musulmans, vous avez l'impression qu'ils endorment un peu cette majorité silencieuse? J'ai entendu parler aussi de certains opportunistes de la lutte contre l'islamophobie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça existe? Et on veut des noms, si c'est le cas. Partout, il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, donc il y a sans doute des choses qui ont été mal faites, qui sont encore mal faites. C'est pour ça que quand on essaie de diriger notre action, on essaie de voir ce qui a été fait avant. J'ai parlé de Jamiat al-Ulama. Je pourrais parler aussi des mouvements des coloniaux à l'époque qui ont libéré les pays du Maghreb ou subsahariens d'Afrique. Ce sont des modèles d'inspiration. Ils ont fait des erreurs également. Donc c'est à nous de nous inspirer de ce qu'ils ont fait de bien et de voir où ont été leurs erreurs. Les mouvements musulmans aussi ont fait des très grandes choses. À nous de regarder leur histoire et de nous en inspirer. Je pense aussi aux Black Panthers aux États-Unis, pour les Afro-Américains, qui sont également une source d'inspiration. Des mouvements indigénistes et socialistes, par exemple, d'Amérique du Sud, qui ont fait des grandes choses, notamment dans le social. La question sociale est quelque chose qu'il faut mettre en avant en tant que musulman. On est là pour l'esprit de dignité, de solidarité avant tout, il ne faut pas l'oublier, ce sont là nos valeurs, comme diraient d'autres. Et donc, il y a des erreurs, effectivement, mais à nous d'avoir cet effort réflexif. Des opportunistes. L'opportunisme, comme je l'ai dit, existe à chaque fois. Des personnes qui se servent de la communauté plutôt que servir la communauté, c'est quelque chose qui a existé de tout temps et dans tout mouvement politique. Par exemple, les gens vous diront que les mouvements nationalistes, au Maghreb notamment, ont été dans la lutte les meilleurs, et une fois que sont morts les personnes pour libérer leur pays, d'autres sont venus. Comme tu dis, opportunistes. C'est le cas en vérité. On retrouve ça même dans les écrits de Frantz Fanon, avant même la libération. Et après, ça a été confirmé avec le néocolonialisme qui existe aujourd'hui dans les pays musulmans, et en général dans les pays qui étaient anciennement colonisés. On l'a vu avec Staline, pour les reproches qui lui sont faits par les trotskistes. Est-ce que véritablement il suivait une carrière professionnelle ou est-ce qu'il y a une pensée anesthésiante un peu, une pensée qui fait un peu endormir dans les mosquées ou dans le milieu religieux musulman? Alors, plus précisément, comme je l'ai dit, pour ne pas éluder la question, il existe des gens évidemment qui sont servis. Je ne vais pas citer de nom, ça ne sert vraiment à rien, puisque concrètement, aujourd'hui, en époque et en période de répression islamophobe, ces gens ont disparu, pour la plupart. Donc, puisque l'islamophobie n'est plus très payante. Donc, en général, ces gens ça, c'est intéressant. Donc voilà, ceux qui avant les protégeaient, aujourd'hui, leur font la guerre. Je ne vais pas donner plus de détails. Mais en vérité, cette série de compromis a amené à la compromission. Donc à force de se taire, je pense à certaines organisations connues qui font partie du CFCM, et en vérité tout le CFCM est du même acabit. Je ne vais pas dire les associations, mais on les connaît, qu'elles soient d'affiliation du pouvoir algérien, du pouvoir marocain, ou encore des frères musulmans. Évidemment, il y a eu une série de compromissions qui ont permis les lois islamophobes. Il faut le rappeler, ces lois ont été validées avant par ces instances pour pouvoir devenir des lois appliquées. À chaque fois? Chaque fois, systématiquement, oui, il y a des consultations. Pour la loi contre les
jeunes femmes portant le hijab, contre la loi niqab, la loi séparatisme, elles ont été validées en amont par ces responsables. Sinon, elles n'auraient pas pu entrer en vigueur. Il y a quand même une consultation qui existe. Mais le problème, c'est que... Tu as des sources sur ça? Oui, mais c'est une autorité publique. Il suffit de voir les débats parlementaires. Ils ont été systématiquement invités à l'Assemblée, dans les commissions, et ils ont validé devant caméra en disant que oui, c'était possible, oui, ça devait se faire, et que oui, ça ne les gênait pas. Donc des lois islamophobes ont été validées Systématiquement, oui, par les instances. par des instances religieuses. Enfin, CFCM, c'est plus politique qu'autre chose. Oui, mais c'est eux. Mais Ils ont dit que religieusement, l'UOIF aussi, c'était les musulmans de France, Évidemment, à chaque fois. systématiquement. D'accord. Systématiquement, le fait de dire le deal qui a été passé à l'époque par Sarkozy, c'était cela. C'était valider la loi interdisant le hijab pour les jeunes femmes, au lycée ou dans les prépas, et on vous laissera faire des écoles privées, qui évidemment vous reviendront et qui permettront de développer votre mouvement financièrement et autres. C'est ce qu'ils ont accepté. On voit qu'aujourd'hui, systématiquement, leurs écoles sont fermées. Donc les compromis amènent à la compromission et amènent ensuite à l'éradication, puisque quand ces gens ne servent plus à rien, ils sont balayés. Et pour la loi contre le niqab, pareil, le niqab ne ferait pas partie de la religion. Pour la loi séparatisme, ce serait un bien, puisque ça permettrait un petit peu plus d'ordre dans les mosquées, d'avoir une charte des imams qui commande notamment le corpus même canonique, religieux, musulman. Ça a été validé systématiquement. Donc s'il y a des béni oui ou des gens qui endorment, comme tu l'as dit, ils n'endorment pas en vérité, ils sont dans une œuvre de collaboration systématique. D'accompagnement des projets de l'État. D'accompagnement de l'islamophobie d'État. Ce serait eux, mais est-ce que véritablement, je regrette un peu de le faire parce que tout le monde le sait désormais, de le dire. En vérité, notre souci, ça doit être de construire. Dénoncer ces gens jusqu'à demain ne nous permettra pas de construire des choses. Comme je l'ai dit, s'ils ferment des mosquées, il faut en construire d'autres. S'ils ferment des associations, il faut en ouvrir 10. C'est notre activité, notre vivacité, notre envie, notre espoir de construire en tant que musulmans, pour les musulmans, et en vérité pour l'ensemble de la population qui bénéficie, comme je l'ai dit précédemment, de l'action musulmane et l'expression musulmane, qui doit être notre premier souci, notre effort doit être porté sur cela. C'est ça qui... La dénonciation de ces gens-là ne nous rapporte rien. Ils se sont compromis, j'allais dire, c'est triste pour eux. J'ai plus de tristesse pour eux, puisque leurs enfants les regardent. C'est ça qui est plus triste. Après, ça dépend, hein. Il y a aussi la vision qui dit qu'avant de construire, il faut aussi dégager la route, il faut préparer le terrain pour pas non plus qu'il y ait des gens après qui... Est-ce qu'on pense un instant que ces gens représentent quelqu'un? Est-ce qu'on pense un instant que la jeunesse se sent représentée par ces gens ou concernée même par leur moindre déclaration, allocution ou ordre? Non. Donc en vérité, on ne peut pas se battre contre du néant, il n'existe pas concrètement. Alors justement, ça nous fait une belle transition pour la prochaine question. Est-ce que tu as constaté un clash générationnel dans la communauté, notamment dans la façon d'appréhender l'islamophobie, de l'encaisser, de réagir, entre justement les premières générations, qu'on appelle entre guillemets les blédards, hein. Je sais que parfois c'est péjoratif, mais c'est pas notre cas. En tout cas, c'est comme ça que souvent les jeunes les appellent. Et les plus jeunes, les segundos, les troisième générations et autres. Est-ce qu'il y a un clash générationnel, une vision différente? La vision, qu'elle soit différente, c'est normal. Les visions diffèrent selon même les personnes, que dire des époques, des générations. Cette génération, comme tu l'as dit, des primo-arrivants, dans certaines familles, c'est des gens qui sont arrivés il y a 100 ans. Hein. Ça, il faut le savoir également. Donc ces primo-arrivants ont fait un grand travail et continuent à faire ce grand travail. Si les mosquées ont été montées, sont sorties du sol, si les écoles ont pu exister, c'est de leur fait. Donc je n'opposerai jamais leur action à l'action des gens qui sont venus après et qui, à mon sens, ont quelque part fait moins avec beaucoup plus d'études et de moyens financiers, puisque l'individualisme, la société libérale passant par là, ils ont été beaucoup moins impliqués que nos parents ou grands-parents. Donc je dirais que nous devons, personnes plus jeunes, nous inscrire dans la continuité de leurs efforts, avec une parole libre. Certains la pensent plus libre, mais moi je me rappelle des années 80, 90, de manifestations systématiques
de nos anciens avec beaucoup plus de ferveur que les nôtres aujourd'hui. On a seulement oublié, on se concentre sur les dernières années. En vérité, ils ont toujours été en avance et nous ont toujours montré l'exemple. Donc il faut s'inscrire dans ce sillage. Ce n'est pas parce que certains d'entre eux sont plus prudents qu'ils représentaient, même dans le passé, la majorité. On les a simplement oubliés. À l'époque, on n'avait pas YouTube et donc d'archives disponibles. Mais sinon, on aurait vu qu'en vérité, ils étaient toujours là. À chaque fois que l'islam ou la communauté musulmane était attaquée, ils descendaient directement à Paris pour faire entendre leur voix. Et leur voix était entendue dans le monde entier. Alors, c'est drôle parce que tu réponds déjà à ma prochaine question, où j'allais te demander, est-ce que tu trouves pas que les nouvelles générations militantes sont, alors certes, plus décomplexées et plus courageuses, mais qu'elles ont de la peine à travailler en synergie et à s'unir par rapport aux anciennes générations qui sont peut-être moins visibles, plus prudents, comme tu dis, mais qui arrivent tout de même à se maintenir, à gérer des mosquées ou des institutions à long terme, ce qui est assez rare chez les nouvelles générations. Je vais me faire maintenant le défenseur de la nouvelle génération. Elle apprend. Elle apprend et nous apprenons tous, en nous inspirant de ce qui a été fait par nos anciens et par l'expérience qui est la nôtre aujourd'hui et qu'on essaie de mener à bien avec son lot de réussites et d'échecs. Donc on a eu des moments où on a pu réussir, faire des grandes choses, des moments où on s'est rendu compte de nos erreurs. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quand on fait les choses, on prend en compte ces erreurs que nous avons faites ensemble. Il ne s'agit pas de lancer la pierre contre un mouvement ou contre un autre, contre telle ou telle fraction de la communauté, contre telle ou telle vision. Il nous faut incarner cette pluralité, non pas une unification totalitaire qui ferait qu'il y aurait une solution dans un mouvement, chez une personne, avec une figure de sauveur, de Zahim. Non, la solution est à travers l'ensemble de la communauté dans sa pluralité. Quand il s'agit de se défendre, un impératif existe, c'est celui de l'union. Et je pense que désormais, c'est quelque chose qui fait partie de la praxis de l'ensemble des mouvements musulmans, des acteurs musulmans, beaucoup plus qu'avant, notamment depuis 2015. Les gens se sont rendus compte qu'ils avaient construit des choses, que parfois, inutilement, ils s'étaient opposés. Et tous ces gens, aujourd'hui, je les retrouve autour des mêmes tables, construisant ensemble, partageant leurs expériences. Là où à l'époque, ils ne se seraient pas forcément réunis. C'est cela. Dans les années 2010, pas forcément, mais je pense qu'une maturité s'est faite. Et aujourd'hui, ces gens se retrouvent autour des mêmes tables, font le constat de leurs erreurs passées, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de parler des mosquées ou encore de nos anciens, on a fait beaucoup plus d'erreurs qu'eux. Et tous les mouvements s'incluent dans cela. Et aujourd'hui, toutes ces personnes avant qui pensaient être les uniques solutions comprennent que l'unique solution, c'est justement cette union à travers l'action pour la communauté. Elias, vu les enchaînements d'événements, les crises et les élaborations de lois islamophobes, les unes derrière les autres, penses-tu qu'il sera un jour possible de parler d'anticipation de crise et non de gestion de crise? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas puisque la loi séparatisme a été, par des gens que je connais, que j'ai pu aider notamment, largement anticipée puisqu'on en parlait bien avant, les textes de loi ont été étudiés en amont. Et je salue là les personnes, les juristes, c'était notamment des sœurs. Mais là, on est dans la gestion de crise. Non, avant même que la loi soit votée. Alors qu'elle était Comment ils ont en su? étude. Il y a eu des bruits quand même avant, on en a parlé. Il y a eu des discours, Castaner, pour le citer. Il y a eu également des livres qui sont sortis. Donc c'était annoncé par certains médias, par certains discours, rappelez-vous le discours des Mureaux, etc. Bien avant, donc cette loi et ce genre de mesures étaient étudiées. Les gens ont été prévenus, les associations ont été prévenues. Un travail donc de veille juridique a été fait et d'anticipation en termes de mobilisation. C'est pour cela qu'il y a eu des mobilisations qui ont été faites bien avant la loi. Il faut saluer l'action notamment de Perspectives Musulmanes qui était au fait, et qui a agi et qui a pu opérer une action de shaming envers la France puisque devant le Sénat et ailleurs, mais notamment devant le Sénat, un rassemblement a eu lieu. Certes, il n'y avait pas beaucoup de personnes puisque la crise Covid n'aidant pas, mais toute la presse internationale était là. Et on a pu enfin savoir au niveau international, que ce soit New York Times, Washington Post, les journaux anglais, jusqu'en Inde, avec les agences de presse américaines et anglaises, au Maghreb avec Al Jazeera, dans le monde arabe, bref. Turquie. Entier, en Russie, en Turquie, bref, partout.
dans le monde africain, partout, on a su que désormais, la France était le fer de lance, le phare si, pour certains, mais le fer de lance de l'islamophobie dans le monde occidental. Ça, désormais, tout le monde en est conscient, notamment en Belgique, en Suisse, ou encore Il y a aussi eu et en Angleterre. le boycott aussi des produits français qui a très peu été médiatisé en France. Oui, il y a eu un boycott du fait que les gens se manifestent, notamment par des rassemblements, mais également prennent des contacts. Cette liaison, aujourd'hui, existe. C'est pour ça que la loi séparatisme sera, et l'islamophobie française est d'ores et déjà un échec. Puisque la France n'est pas la Chine. On ne pourra pas fermer les réseaux sociaux, YouTube, Instagram. Les jeunes musulmans en France se rendent compte que dans le monde occidental, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique, en Espagne, en Allemagne, cela ne se passe pas comme en France, qu'un régime d'exception est réservé aux musulmans en France, qu'ils sont les plus maltraités en Occident. Et donc, à partir du moment où notre jeunesse le sait, le combat est d'ores et déjà perdu pour les islamophobes. Ils sont en train d'essayer de gagner des batailles de réaction réactionnaire, mais ils ont déjà perdu. C'est une guerre perdue, puisque les nôtres, notre jeunesse, on a vu les dernières polémiques en disant qu'ils portaient des rabayas, qu'ils portaient le hijab, que notre jeunesse était, comme on aime à le dire aujourd'hui, comme si c'était un crime islamisé. Oui, ils sont islamisés, ils sont fiers d'être musulmans et ils le revendiquent. Que ça fasse plaisir ou non. Et donc, cette jeunesse, c'est le futur. C'est le futur de la France. Donc le combat islamophobe est un combat d'arrière-garde. Ils ont déjà perdu la guerre. Elias, penses-tu qu'il faille continuer de se comparer à chaque fois, comme le font certains, à la communauté juive de France et d'Europe, pour démontrer qu'il y a une véritable inégalité de traitement, une médiatisation et une considération à double vitesse? Ou est-ce qu'il faut complètement arrêter cette comparaison et se rendre à l'évidence qu'on n'est pas des minorités comparables et que c'est dû au fait qu'il y ait une histoire commune entre la communauté juive et les Français de souche, une civilisation commune que des historiens appellent tout simplement la civilisation judéo-chrétienne. Mais même si ça n'a jamais vraiment été tout rose entre les chrétiens et les juifs à travers l'histoire, et que donc, consciemment ou inconsciemment, la République va de toute façon pratiquer un traitement différent à chaque communauté, même si théoriquement et aux yeux de la loi, c'est complètement interdit. Donc, penses-tu que les musulmans doivent continuer cette comparaison pour obtenir quelques droits, ou qu'il faille complètement arrêter parce que c'est complètement inutile et songer à développer un argumentaire différent? C'est un régime d'exception, un état d'exception réservé contre la communauté musulmane en France. C'est un fait indéniable, statistique, prouvé, institutionnel. Bon, il faut vraiment, être aveugle pour ne pas le voir. Quand les islamophobes nous disent qu'il n'y a pas d'islamophobie, preuve en est, ils sont H24, et c'est le cas de le dire, en train d'appeler à l'islamophobie sur tous les médias et toutes les chaînes d'infos continues. Bon, on ne va pas revenir sur cela. Après, question de tempérament, quand j'étais élève, quand quelqu'un faisait une bêtise, c'était pas dans mes habitudes de dire oui mais regardez l'autre, vous le traitez mieux, même si j'étais maltraité ou qu'on m'accusait à tort. Donc je pense que question de tempérament, c'est pas forcément la plus belle chose à faire que d'aller voir chez les autres communautés si effectivement il y a des traitements d'exception et des variations dans les traitements. Évidemment, les musulmans vivent une islamophobie systémique et systématique, et cela depuis fort longtemps. Les histoires des communautés, comme tu l'as précisé, sont différentes. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que les Juifs aient été bien lotis en France. Il n'y a qu'à penser à leur vie avant la Révolution française, dans des ghettos. Oui, mais aujourd'hui c'est différent. Oui, ils sortent quand même d'une période d'avant-guerre et de guerre où il y a eu une collaboration, etc. en France avec un régime qui visait à les bannir de la société totalement. Donc ces gens-là, je ne pense pas qu'en France ils aient trouvé le meilleur des lieux
Donc voilà, moi je relativise quand on parle de, comme Finkielkraut, d'antisémitisme résiduel. Je pense qu'il ne doit pas beaucoup fréquenter de Français de France périphérique ou de banlieue. C'est sûr que peut-être dans son milieu, une certaine hypocrisie existe, mais j'en suis témoin, l'antisémitisme est encore vivace en France. Il existe au sein des élites françaises. J'ai rencontré beaucoup de politiques, je ne dirai pas ce qu'ils disent en privé, mais il existe encore et seulement il est refoulé, caché. Mais pour l'islamophobie, certes, on s'est exprimé contre nous. Mais ça ne veut pas dire que l'antisémitisme n'existe plus. C'est quelque chose qui existe encore en France. Donc tu penses qu'il Notamment faille, sur les élites. qu'il faille arrêter un petit peu cette façon de chercher à comparer et puis On peut regarder l'histoire des protestants, on peut regarder l'histoire des juifs en France, on peut regarder l'histoire des immigrations. Ça peut être, des sources d'inspiration. Quand on parle par exemple de Rosa Parks qui s'est assise, qui a refusé de se lever, quand on parle des Black Panthers, quand on parle de lutte ancienne, évidemment, ce sont des sources d'inspiration. Quand on voit des gens s'organiser, ça peut nous inspirer. Mais essayer de plaquer systématiquement les histoires des uns sur l'histoire des autres, alors que c'est très différent, je pense que c'est une erreur. Nous sommes qui nous sommes. Les musulmans, concrètement, sont capables de grandes choses et le prouvent. Les musulmans ont un avenir qui, à mon sens, radieux. Différente aussi. Une façon de voir le monde différente et donc construiront, je l'espère, selon leurs valeurs et leur éthique, des choses fantastiques. Et c'est déjà ce qu'ils sont en train de faire. Ah bah ça tombe bien parce que, outre la politique et l'islamophobie en France, vous vous situez où dans les luttes mondiales et notamment anticapitalistes et anticoloniales ou néocoloniales? Il nous faut développer une perspective musulmane. La perspective musulmane, ce n'est pas simplement se dire qu'il existe de l'islamophobie, qu'il faut la comprendre. Ça, c'est un préalable nécessaire. Quand un enfant, si j'ose la comparaison, se fait attaquer dans la cour de récréation, il nous faut évidemment se défendre. Donc il nous faut réagir à l'islamophobie, que ce soit par la formation, le rassemblement, par la transmission de ce qui fait le nous, par notre organisation. Ça, c'est évident. Mais il nous faut également construire. Et dans cette construction, le nécessaire et le préalable, c'est que nous ayons une vision du monde. Et cette vision du monde a vocation à s'appliquer à tous les problèmes afférents aux problèmes sociétaux français, et notamment la question sociale. Comme tu le dis, évidemment, la question sociale est l'une de nos premières préoccupations en tant que musulmans, en tant qu'islamien, comme j'aime à le dire. La subjectivité musulmane nous pousse à être du côté des pauvres, à être du côté des gilets jaunes, plutôt que du côté des gens du CAC 40. Ça, c'est une évidence du côté de la solidarité. La vérité, ça revient au même. Si on est du côté des pauvres en France, on est solidaire des pauvres au niveau de l'international. Si on est pour la libération des nôtres, ici, face à cette tentative d'entrave systémique et systématique à la parole, à l'expression musulmane, qu'elle soit visible, politique ou de construction communautaire, évidemment, et je l'ai donné dans la définition de l'islamophobie, on s'érige et contre toute entrave faite à la communauté musulmane dans son développement, son expression politique ou visible, ici, et j'ai bien précisé, et ailleurs. Donc, si des peuples musulmans ou autres souhaitent vivre selon leurs idéaux, nous sommes évidemment de leur côté et contre l'impérialisme libéral qui vise à uniformiser toutes les sociétés sous l'effigie de Wall Street, avec comme seule religion celle professée par Netflix et les clips du monde du spectacle, pour reprendre certaines idées, qui sont devenues la seule culture autorisée de facto dans nos pays comme également ici. On s'étonne d'ailleurs du peu de réaction des gens réputés identitaires face à ce qui est le réel grand remplacement qui s'est opéré depuis le plan Marshall en Occident et ensuite dans l'ensemble du monde. C'est celui de la culture américaine, libéraliste en vérité, de ce monde d'Adam Smith et de cette main invisible qui broie les identités, les communautés, qui broie tout esprit de solidarité, tout ce qui fait le nous, tout système d'entraide pour imposer le monde de BlackRock, il me semble, c'est comme ça que ça s'appelle, ou de McKinsey,
en France comme dans nos pays. Évidemment, en France, c'est fait avec les gants soyeux de McKinsey. Dans nos pays, c'est fait à coups de bombes de F-16. Mais tu ne penses pas que les musulmans de France ou les musulmans francophones en général sont tellement occupés et pris par leurs conditions Ouais. qu'ils n'ont pas vraiment une vision mondiale à proposer? Je pense que non seulement. Contrairement à des penseurs musulmans dans le monde anglo-saxon ou dans les pays arabo-musulmans, c'est des savants et des chouïrs. Il y a des défauts dans cette communauté, évidemment, on n'est pas parfait, mais on progresse. Moi, j'entends de plus en plus de gens qui se réclament de la subjectivité musulmane parler du social en France, être du côté des gilets jaunes, être du côté des enseignants, quand le monde de l'éducation est démantelé par les libéraux qui sont aujourd'hui au gouvernement et qui voudraient qu'on institue une espèce d'éducation privée, comme c'est le cas en Angleterre ou aux États-Unis, dans lesquelles les pauvres n'auraient plus accès à l'instruction. Je pense que les musulmans, d'ailleurs, sont les premiers visés par le Parcoursup, du fait même de leurs conditions sociales et de leur vie dans certains quartiers. Donc, de fait, ils se mobilisent contre et ils sont contre, comme la majorité des personnes qui ont une idée de solidarité dans ce pays, une idée du social, une idée de la solidarité, et il faut dire les mots de la lutte contre le monde libéral et capitaliste qui broie les âmes, qui broie, moi je précise âme, broie les âmes et broie les corps des personnes et des relégués. Toutes ces personnes, effectivement, vivent la même chose. Et à l'international, quand on a, en réalité, tout ça, ça s'imbrique quand on a une essence d'une société totale en France, hein, par exemple, pour prendre un exemple parmi d'autres, qui nous est vendue hors de prix, qui fait que les gens de la France des campagnes ne peuvent plus se déplacer, et donc est relégué socialement avec une classe moyenne en France qui est en train de disparaître. Une paupérisation décidée par le haut, par ces élites qui travaillent pour les grandes multinationales ou qui ont un projet libéral avoué, qui s'inspire, comme je l'ai dit précédemment, du monde de New York, de cette vision libérale, néolibérale, disent certains, qui est en train d'être appliquée avec un réel rouleau compresseur dans le monde, et notamment aujourd'hui en France. Une ubérisation aussi. J'y arrivais. Les seules victimes de cette politique, n'oublions pas que Total a été construite, par le vol systématique des ressources premières dans les pays musulmans et les pays africains non musulmans. Ça, c'est une chose. Donc là, l'impérialisme, de fait, existe et il permet la richesse des plus riches. Et quand ce pétrole est vendu dans ce pays par cette multinationale, qui, au passage, était avant une entreprise nationale, donc qui nous appartenait à tous, puisqu'elle est le fruit de nos impôts, de notre TVA. Elle a été privatisée pour devenir l'outil de richesse, de domination d'un certain nombre d'actionnaires qui vendent hors de prix ce pétrole et donc cette essence, comme je l'ai dit, aux gens de la France périphérique, comme aux gens qui travaillent chez Uber, Uber Eats, qui sont des gens qui viennent de chez nous, de façon majoritaire. Ouais. Donc nous sommes, d'ailleurs j'avais participé à un rassemblement contre Total avec des gens, des raffineurs, contre un plan de licenciement qui était dirigé contre eux. Je les salue au passage. Et les luttes, effectivement, se sont entrecroisées. Ils se sont entrecroisés puisque, quand on m'a dit pourquoi j'étais là, j'ai dit effectivement, je suis là contre ce plan social, contre l'impérialisme qui, inhérent à Total et toutes les multinationales qui servent le haut du panier de la société française, ces élites financières qui s'accaparent tout, contre les gilets jaunes, contre les populations de périphérie, contre les gens des banlieues, contre le français moyen, qui aujourd'hui se retrouve arraché à toutes sortes de dignités. Quand à un moment, on arrive à dire aux gens qu'il faut qu'ils diminuent leur chauffage en plein hiver, que ces gens ont du mal à faire la rentrée avec leurs gamins, ont du mal à suivre ce train de la mode du monde du spectacle, dans lequel on est obligé de changer continuellement de téléphone, d'habits avec leurs enfants. Donc on sait de souffrance, parce que ce n'est pas qu'une souffrance. Quand on a des gens qui ne pourraient plus nourrir leurs enfants si on arrêtait
la gratuité de la cantine. Toutes ces choses-là, c'est une oppression qui est dirigée contre les populations pauvres, et notamment contre les musulmans, mais également contre toutes les populations pauvres en France. Et cela, en France comme à l'international. Et c'est ça notre combat, arriver à cette dénonciation qui, que ce soit au niveau des écoles, des hôpitaux, et j'oublie beaucoup de thèmes, du travail ou autre, montre que le musulman est forcément du côté de la solidarité et du côté du social. C'est ça l'expression musulmane. Et c'est peut-être cela aussi qui nous reproche. Elias, tu es plutôt optimiste sur une future union des pays musulmans, comme le réclament les populations, plusieurs mouvements et activistes dans ces pays, et qui aimeraient eux aussi bénéficier du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes, ce qu'on appelle l'autodétermination, Oui. et constituer un futur pôle mondial complètement indépendant du pôle occidental ou russe. Vous êtes optimiste, vous? Pour ce qui est de l'union de différents peuples face à l'impérialisme, en vérité, américain, c'est une réaction. On le voit en Europe, on le voit en Asie, on voit récemment des rencontres qui se font même dans le monde asiatique, entre la Chine, la Russie, la Turquie et des pays comme l'Inde. Donc tout le monde, ces grands ensembles, évidemment, pensent une alternative au monde occidentaliste, impérialiste, libéraliste. C'est quelque chose d'insupportable, on l'a vu même dans les pays d'Amérique du Sud, avec des élections, avant c'était des guérillas avec des mouvements socialistes, aujourd'hui c'est des élections, et tous les peuples ont tendance à se révolter contre ce monde, cette American Way of Life qu'on nous impose, comme je l'ai dit, par l'industrie du spectacle, par le McDo, mais également par les armes dans les pays du Sud. Il y a des ingérences tout azimut aussi. C'est riche contre cela. Et il est tout à fait légitime que les peuples musulmans s'érigent eux également contre non seulement l'occidentalisme et le néocolonialisme diligenté par les puissances occidentales, et qu'ils veuillent renouer avec leur passé, c'est-à-dire une union des musulmans, quels qu'ils soient, d'Indonésie jusqu'au Maroc. C'est quelque chose qui est très vivace quand on interroge les populations musulmanes. Tous rêvent d'unité. Il n'y a que les sbires qui sont mis en place par l'Occident pour affamer ces populations et les faire vivre comme ils ne le veulent pas, qui sont pour l'occidentalisation, comme je l'ai dit, capitaliste et autres. On peut descendre plus bas que le Maroc ou... C'est-à-dire la Mauritanie, le Sénégal. Oui, là je faisais un panel d'est en ouest. Ouais. Mais évidemment, on a des pays qui sont du côté occidental, du nord au sud, de la Bosnie jusqu'au milieu de l'Afrique. Et de certaines régions russes jusqu'aux pays perses, arabes, turcs, et cela jusqu'en Asie. On n'oublie pas nos frères évidemment ouïghours. Alors brièvement, vous avez une vision sur l'écologie et les questions environnementales? C'est toujours la même question en vérité. En Occident, souvent, on découple les choses comme on a découplé la science, comme on a découplé les matières, comme on a découplé le savoir. En vérité, j'entends le discours des écologistes, que je ne confonds pas avec l'écologie, et le combat légitime. Parce qu'évidemment, quand on voit en premier lieu ce qui est fait sur les terres comme dans les océans, on voit qu'il y a une destruction systématique des terres. Là, je pense notamment aux engrais, aux pesticides, qui non seulement détruisent les terres, mais qui est également avec des entreprises, on revient toujours au même, Monsanto, il me semble, je ne me rappelle plus. Monsanto, voilà. Et ce genre de grandes entreprises qui aujourd'hui veulent détruire les engrais naturels comme les graines naturelles qui ont fait la vie et la pérennité des peuples du Sud, puisqu'ils ne peuvent pas replanter leurs propres graines. Et ça, c'est des injonctions. Il y a la Tunisie qui vient de récupérer ces dernières semaines leurs graines originelles. C'est un bien. À partir de maintenant, il y a certains agriculteurs qui peuvent planter le vrai blé qu'il y avait à l'époque avant l'arrivée de Monsanto et de l'OGM. C'est un combat qui est aussi bien en Tunisie qu'en Inde, qu'en Amérique du Sud.
C'est le même combat. Il y a des pays qui n'ont plus du tout les vraies semences de... Oui, enfin, c'est une imposition impérialiste et néolibérale qui nous a imposé des capitales occidentales et des multinationales. Et c'est là le vrai combat. Donc, dans les océans, la même chose, avec la pêche intensive, la piraterie occidentale dans les mers des littorales africains et asiatiques, et une destruction systématique du vivier et de la vie, que ce soit dans les mers comme sur les terres. Mais tout ça, c'est un nom, c'est le capitalisme. Le libéralisme a un corollaire économique d'exploitation, c'est le capitalisme. Et le capitalisme, c'est cette main invisible, comme je le dis, qui vient détruire les terres, les océans et les peuples avec un seul but, s'enrichir à court terme, quelles que soient les répercussions sur nous-mêmes, avec les pollutions ou autres, mais sur le climat ou autre, hein, j'en oublie, mais qui pensent l'immédiateté et non le futur. Notre message en tant que musulmans, c'est que nous, non seulement nous prenons l'expérience, nos habitus anciens pour avoir un passé et le penser, nous analysons nos erreurs au présent et construisons, mais nous avons une vision pérenne sur le futur de nos enfants, et c'est en cela qu'on ne peut être que pour la préservation de la nature, du cosmos, et donc de ce qui a été, qui a fait la gloire de notre passé, notre vie, notre civilisation et notre vie. Elias, est-ce que tu as 3 livres à nous conseiller? 3 livres ou 3 auteurs, ceux qui t'ont marqué, ceux qu'il faut lire absolument? Écoute, après la loi séparatisme, pendant, nombreuses choses qui ont été faites. Contrairement à ce qu'on pense, il y avait de nombreux clubs de lecture qui sont ouverts, de nombreux clubs de jeunes étudiants, et j'ai pu assister à certains, et il y a de nombreux clubs de lecture donc, qui existent. Chez les musulmans. Oui, chez les musulmans. Et donc j'ai assisté, et ces livres ont été bien choisis. Je les donne là en vrac. Hein. Le meilleur des mondes, on a parlé de libéralisme, on a parlé de totalitarisme occidentaliste et libéral. De quel auteur? De Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, qui nous montre en fait qu'est-ce que la vision libérale, poussée jusqu'à son extrême, en vérité c'est cela, avec la notion et la figure du sauvage. Bref, vous verrez ensuite, peut-être sommes-nous ces sauvages qu'on veut domestiquer. Également une pièce de théâtre, celle de Jean Anouilh, Antigone. Antigone qui est la figure de la personne, une femme. Et j'ai parlé tout à l'heure des femmes qui ont été les premières à manifester contre l'islamophobie. Cette figure qui sait dire non face aux lois qui sont illégitimes. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui en France. Évidemment, France Fanon, l'ensemble de ses livres, mais en particulier Les damnés de la terre, qui retrace le combat de nos anciens. Et Ben Abi, on va dire, le problème des idées. Malek Ben Abi. Malek Ben Abi, ouais. Parce que c'est une vision civilisationnelle et un retour sur nous-mêmes qui aujourd'hui encore est inspirant, qui nous demande de sortir non seulement du suivi archaïque, quand bien même se réclamerait-il de la tradition. Et là on le voit aujourd'hui avec le quiétisme qui empêche toute action sous prétexte de retour à la religion, alors que la foi c'est l'action. C'est une foi et une action, c'est inséparable. Et ça a été la voie de Ben Abi, de Jamiat al-Ulama et de tous les mouvements musulmans dans le monde, dans le passé comme aujourd'hui. Donc on ne peut se réclamer d'une vision islamienne ou de l'islam sans être dans l'action, et c'est ce que nous apprend Ben Abi, sans être pour autant, comme le dit Ben Abi, à la remorque d'une vision occidentaliste et être complexé comme le voudraient certains. Il y a une autre voie qui existe, c'est la voie de l'idée force musulmane, l'idée force islamienne, qui, je l'espère, est la nôtre et fera en sorte que non seulement notre condition change, mais que la France change et que ce monde change, puisque notre jeunesse en est capable. Nos anciens nous ont montré la voie. Il ne tient qu'à nous de découvrir notre puissance, cette puissance qui, à travers la loi séparatisme, est vue, a été découverte et connue de nos ennemis. À nous de enfin découvrir qui nous sommes, notre puissance, et de la faire vivre non seulement pour les nôtres, mais de libérer toutes les personnes, quelles qu'elles soient, de l'oppression systémique, systématique du monde libéral.
C'est drôle parce que je te demande 3 livres, 3 auteurs et tu arrives quand même à parler de séparatisme. Bah, écoute, est-ce que, Est-ce que la question t'habite? le sauvage le sauvage qui était dans une réserve et qui en sort et qui pose tout de suite problème dans le meilleur des mondes d'Aldous Huxley n'est pas perçu comme un séparatiste au sens d'aujourd'hui, comme une personne qui vient sortir avec comment dire, de la vision légale et totalitaire permise et qui dit non, il y aurait peut-être une autre façon de vivre. Est-ce que Antigone n'est pas la personne qui, face à Créon, dit non, j'ai une éthique, mon frère mérite un hommage, un deuil, et quand bien même l'État, Créon, son oncle, recommanderait l'infamie, je me révolte, et elle en mourra. J'ai cité Ben Abi, on sait que ses écrits ont irrigué les révolutionnaires à une époque. Toutes ces personnes, oui, étaient sans doute également des séparatistes. Mais ce n'est pas une honte d'être séparatiste. Pour terminer, est-ce que tu Les as, seuls gens qui veulent séparer, c'est les gens qui ont voté la loi séparatisme. est-ce que tu as un conseil à donner pour terminer aux jeunes générations? Les jeunes générations, ils sont d'ores et déjà notre futur. Soyez fiers d'être musulmans et ne regardez pas votre passé, notamment vos parents, comme une honte, mais plutôt comme une fierté. Ils ont fait des grandes choses. Notre seul objectif aujourd'hui, jeunes ou plus ou moins jeunes, c'est d'essayer de leur ressembler. N'oublions pas que nos parents sont ceux qui ont fait plier la quatrième puissance du monde en obtenant leur libération à une certaine époque. N'oublions pas que ce sont des personnes qui ont développé des pays détruits. N'oublions pas que ce sont ces personnes qui ont fait de vous aujourd'hui, qui êtes dans les plus grandes universités françaises ou de Londres ou que sais-je encore, ce que vous êtes. On leur doit tout. Donc, il faut s'inscrire dans la continuité, construire encore. À chaque fois qu'ils nous interdisent, eh bien dire liberté. À chaque fois qu'ils nous enjoignent à un monde individualiste, d'oppression systématique contre les masses, contre dire nous sommes pour la solidarité. À chaque fois qu'ils ferment nos associations, en ouvrir 100. Ils sont la vitalité, cette jeunesse, et on est également fiers d'eux. Je les ai vus lors des rassemblements, on les a vus sur les plateaux TV, on a vu des personnalités dans le monde du spectacle, que ce soit des chanteurs, des chanteuses, que ce soit des footballeurs, que ce soit des sportifs, que ce soit des gens du monde du spectacle, être fiers d'être musulmans et l'affirmer. Des gens de nos quartiers, des gens qui n'ont pas forcément la visibilité musulmane. Je pense notamment à certaines femmes dire je suis musulmane, que vous le veuillez ou non. Et tous ces gens-là sont notre fierté, quelles que soient leurs origines, leur appartenance sociale ou encore leur visibilité ou que sais-je. Nous sommes unis pour exprimer cette expression musulmane revendiquée. Il nous faut être fiers d'être musulmans et continuer à l'être. Elias Dimzalen, merci beaucoup et qu'Allah te récompense. C'est moi qui vous remercie. قبلة العرب وقصد العجم واستمري أمة